peut-être à venir sur l'estrade. Donc, David Malo est architecte, docteur en architecture et directeur de recherche chez TVK. Et sa présentation s'intitule «L'énigme de l'infrastructure, l'interprétation comme sédimentation des connaissances architecturales». Pardon. Et donc, nous enchaînerons ensuite vraiment sur le dispositif de la table ronde. Il s'avère que la première question qu'on posera à nos invités tout à l'heure pose la question de la définition de ce qu'est la recherche pour eux au sein de leurs agences. Et David nous a demandé une petite faveur, c'est de parler de cette question-là au sein même de sa présentation. Donc, on va le laisser faire sous ce format-là. Merci Sophia. Et merci à tous les organisateurs de cette journée. Je suis très content d'être là. Pour moi, c'est... je vais juste lancer le plein écran. David, après, il va être un peu sous... Comme ça. Ça va. Donc, oui, je suis très content d'être là parce que c'est pour moi l'occasion de prendre du recul sur mon nouveau travail après la thèse, qui est donc depuis 3 ans de diriger la recherche au sein de l'agence TVK. Et c'est d'autant plus nécessaire, je pense, de prendre du recul de temps en temps parce qu'on est confronté, Dimitri en a parlé, à des questions assez concrètes dans le cadre du crédit impôt recherche, de définition en fait, de qu'est-ce qui serait de la recherche dans ce que fait l'agence et qu'est-ce qui n'en serait pas. Et ça renvoie à un questionnement épistémologique et c'est un peu le sujet de ma présentation. Juste pour dire que donc j'interviens en tant que directeur de recherche TVK. Ça, c'est un peu l'organigramme de la recherche à l'agence. Il y a bien sûr Pierre-Alain et Antoine Digicolaire qui sont les associés, qui, on va dire, impulsent depuis l'origine de l'agence les sujets de recherche et au début participaient et puis maintenant sont quand même plus en direction. Puis il y a au milieu d'en gris, donc je travaille avec ma collègue qui s'occupe de la stratégie, notamment Armelle Lemouelik, qui est docteur en architecture aussi. Donc nous, on travaille à la direction de différentes recherches. Puis on a une partie des directeurs de projet de l'agence qui participent à la rédaction, notamment de différents articles, souvent après coup, à la fin des projets, pour monter en généralité. Et puis il y a une partie des personnels qui expérimentent dans certains projets qu'on a déclarés projets de développement expérimental. Mais avant donc de vous expliquer avec un cas concret qui est la recherche sur l'infrastructure, voilà comment ça fonctionne, je voudrais faire une rapide introduction sur la question de la connaissance architecturale, parce que voilà, ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a un besoin de prendre du recul et de faire un peu d'épistémologie. Alors là, je vais passer très rapidement sur cette introduction, mais je pense qu'il y a un vrai sujet avec toutes les nouvelles formes de recherche, CIFRE, recherche par le projet, et puis le crédit impôt, c'est de reprendre un moment pour faire un bilan sur l'épistémologie de l'architecture, et ça pourrait être un sujet pour ce réseau thématique. Voilà. Donc, qui dit épistémologie dit est-ce qu'il y aurait une discipline architecturale encore récemment, moi, on me disait bah, l'architecture n'est pas une discipline. Ça reste un vrai débat, apparemment. Et donc, effectivement, en tout cas, historiquement, l'architecture n'était pas dans les disciplines, par exemple, au Moyen-Âge, là, ce système scolastique là, qui est représenté ici, où il y avait les arts libéraux, où il y avait la géométrie, donc qui pourrait se rattacher éventuellement à la question de l'architecture. Et puis il y avait les connaissances techniques liées aux arts mécaniques, où là il y avait les maçons et le maître d'œuvre était un peu entre eux. Il devait savoir la géométrie, mais il n'était pas vraiment dans la discipline de la géométrie. Il était entre les deux. Je passe rapidement. On arrive à cette époque des Lumières avec là, cette classification des connaissances humaines Diderot et d'Alembert dans l'encyclopédie. Et l'architecture, elle se retrouve à 3 endroits différents. D'abord, donc cette classification, elle est liée à 3 dispositions de l'esprit, la mémoire, la raison ou l'imagination. Donc dans la mémoire, on retrouve la question des usages de la nature et donc des travaux d'usage de la pierre, du plâtre, de l'ardoise qui découlent de la discipline du coup architecture pratique. C'est comme ça que c'est. Donc ce que j'en comprends, c'est que c'est assez lié
à la question de la construction. Ensuite, dans la raison, on a l'architecture militaire, qui est liée à la géométrie, si on remonte l'arborescence, et à la raison. Et puis, dans imagination, on a l'architecture civile qui est dans le cadre de la poésie. Donc, c'est vrai que ça pose question quand on retrouve ce genre de classification. En tout cas, je passe ensuite sur toute l'époque du positivisme et qui est la séparation très stricte entre les sciences et les arts. Et on arrive à cette un peu aujourd'hui la recherche qui il y a peu de gens qui essayent de classifier et d'hiérarchiser les disciplines, de les organiser. On a ce genre de travaux qui sont des travaux liés aux affinités entre les disciplines. Lié donc à l'analyse notamment des articles scientifiques. Et l'architecture se retrouve un peu perdue là-dedans parce que effectivement, on a en masse d'articles scientifiques, on en a beaucoup moins. Et en tout cas, c'est très difficile de comprendre clairement comment elle se situe par rapport aux autres disciplines. Voilà. Et puis le CNU, donc dans le contexte français, avec la création de la section 18 architecture, ses théories et ses pratiques, qui est, je pense, un peu la question d'aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi sélectionné d'autres disciplines qui nous intéressent à l'agence, qui sont aménagement de l'espace et de l'urbanisme, puisqu'on a une agence qui travaille le projet urbain. Et puis, mécanique, génie civil, qui renvoie plutôt à des travaux sur des bâtiments, notamment, on fait de la R&D sur certains procédés de construction et des demandes d'ATEX. Voilà. Et donc, pour conclure un peu cette question-là, effectivement, je pense qu'il y a besoin, là, j'ai remis quelques références qui moi, m'ont servi quand je suis arrivé à l'agence, pour essayer de clarifier qu'est-ce que ça voulait dire R et D, recherche fondamentale, recherche appliquée et développement expérimental en architecture. Et du coup, voilà, il y a une épistémologie de l'architecture qui existe depuis les années 70, peut-être même avant, qui se met en place. Il y a tout un tas d'approches différentes de qu'est-ce que ce serait l'architecture, et donc en tant que discipline, en tant que discipline universitaire. Il y a notamment des réflexions sur qu'est-ce que c'est la connaissance architecturale, c'est quoi sa nature. Donc on parlait tout à l'heure de dessin, en tout cas quel est le rapport du dessin au concept, etc. Il y a des travaux qui s'intéressent à comprendre la conception, comprendre le projet, et puis des travaux qui s'intéressent maintenant à la recherche par le projet et aux mécanismes de production de connaissances dans le cadre de la recherche par le projet. Nous, donc du coup, en arrivant à l'agence, j'ai un peu fait ce travail-là, et puis on est arrivé à se fabriquer ce schéma qui est pas forcément, qui peut encore évoluer, mais qui en tout cas nous est pour l'instant la manière dont on décrit la recherche. Donc on a effectivement un certain nombre de projets dans l'agence. L'agence en permanence fait rentrer des projets. Certains sont uniquement à stade de concours, d'autres opérationnels. Et il y a un certain nombre de questions qui émergent dans ces projets. Donc là, on n'est pas encore au niveau de la recherche. Et ceci dit, il y a certaines questions qui sont récurrentes et que du coup, on peut qualifier d'incertitude. C'est le terme du CIR, de verrou. Et donc, chez TVK, il y a peut-être la différence, en tout cas, c'est une spécificité de l'agence, c'est qu'on identifie des verrous techniques, donc qui concernent vraiment des questions très terre à terre d'expérimentation dans le cadre de projets, et puis des incertitudes conceptuelles qui sont plus liées à la théorie, au fait que quand le contexte, notamment en urbanisme, évolue, on a besoin de faire évoluer la théorie de l'architecture, la théorie du projet urbain, pour mieux appréhender un problème. Donc du coup, il y a à l'agence depuis toujours des activités de recherche fondamentale qui cherchent à théoriser la pratique. Il y a des activités de recherche appliquée qui cherchent à fabriquer des méthodes ou des outils qui peuvent être utilisés par les collaborateurs et aussi donc par les confrères, donc des outils transmissibles. Et puis, il y a une activité de développement expérimental que j'ai appelée faire modèle au sens classique en architecture du terme modèle, en opposition au type, c'est-à-dire dans un cas concret, une situation donnée, produire une situation donnée qui présente une difficulté technique qui a été identifiée, produire une manière d'y répondre. C'est une manière qui peut devenir une référence pour d'autres, qui n'est pas encore une forme
un outil, mais qui est déjà une forme de connaissance. Du coup, dans la deuxième partie maintenant de cette présentation, je vais revenir sur, à partir de cette articulation, je vais revenir sur un peu peut-être 15 ans ou même 20 ans de réflexion sur l'infrastructure qui s'est mis en place à l'agence. Et donc, avec cette idée que l'infrastructure, au départ, pour Pierre-Alain Trévolo et Antoine Vigée-Colère, c'était une énigme. Ils ont participé à je vais passer dans ce sens-là, pour leur diplôme à un travail collectif à 13 étudiants sur le périphérique parisien. Et donc, avec cette idée que voilà, l'infrastructure construite par les ingénieurs, par des gens qui n'étaient pas partie prenante dans l'enseignement qu'ils avaient acquis, et devenait un lieu d'exploration pour des architectes urbanistes, et un lieu voilà, de production d'une connaissance spécifique sur la manière de comprendre cet objet, qui était un peu un ovni, et en même temps de comment le transformer, quelles sont ses potentialités de transformation. Voilà. Et donc, pour revenir à la manière dont je veux essayer de raconter cette histoire de la manière dont l'infrastructure est devenue de plus en plus un concept à l'agence, voilà, je voulais proposer cette idée de l'interprétation comme méthode, en fait. La question de la recherche scientifique, c'est la question d'une méthode qu'on connaît, la méthode scientifique, justement, des sciences dures, qui est liée aux Lumières, à Descartes, etc. Et en fait, on continue souvent de juger la production de toutes les disciplines universitaires à l'aune de cette question de la science, de la méthode scientifique cartésienne. Ceci dit, il s'est passé énormément de choses dans la compréhension de l'esprit, la manière dont l'esprit fonctionne. Il y a eu la psychanalyse, il y a eu aujourd'hui les neurosciences et le primat de la question de la raison comme manière de produire de la connaissance, il est quand même un peu périmé. Moi, dans ma thèse, j'ai travaillé à partir de Hans-Georg Gadamer, qui est un philosophe des années 60, qui a fait un gros bilan sur cette question donc dans son ouvrage Vérité et méthode, qui réfléchissait à la manière, quelle était la vérité artistique, et qui, pour lui, la vérité de l'art, c'était un peu le fondement de la vérité dans les sciences de l'esprit ou sciences humaines. Et c'était pas une vérité absolue comme la vérité en mathématiques, c'était une vérité qui était liée à l'interprétation, liée à la manière voilà, d'être en relation avec une œuvre d'art ou avec un objet qu'on observe et dont on prend connaissance grâce à une expérience. Donc il a basé sa démonstration sur la notion de jeu. Je vais pas détailler les citations que j'ai remis là dans le PowerPoint, mais voilà, il propose un fondement de production de vérité et donc de connaissances à partir de la question de l'art et de la manière d'interpréter. Donc, c'est une connaissance qui est profondément historique, qui n'est pas absolue et éternelle, mais qui est liée à un contexte donné, une capacité de le comprendre et d'en faire un récit. Voilà. Donc, du coup, ce que je propose rapidement, c'est 4 niveaux d'interprétation, en fait, qui sont plus ou moins chronologiques dans cette enquête sur l'infrastructure. Il y a le premier niveau que j'ai brièvement évoqué, c'est celui de l'interprétation territoriale. C'est un peu aussi celui qui est le plus proche de la pratique classique de l'architecte, c'est-à-dire on a un site, on a un contexte et on essaie de le comprendre pour pouvoir le transformer. Donc c'est le niveau qui est peut-être le plus hybride avec ce qui serait de la recherche ou ce qui n'en serait pas. Ceci dit, nous, on défend l'idée que si le contexte qui est exploré, là par exemple le périphérique parisien, c'est un contexte inédit, donc c'était pas la première étude sur une infrastructure de cette taille, mais c'était une des premières études. Voilà, si le contexte est inédit, si on identifie, voilà, on ne sait pas faire, on ne sait pas comment transformer ce genre d'infrastructure, comment la réintégrer dans la ville, à ce moment-là, c'est un verrou technique. Et tout le travail qui est mené, c'est un travail du coup pour résoudre ce verrou.
Bien sûr, c'est là où je pense qu'il y a peut-être besoin de travailler encore sur la différenciation entre voilà, le projet à la fin de transformation du périphérique, en quoi il est de la connaissance. C'est sûr qu'il sert à d'autres architectes pour faire des projets similaires. Ils ont besoin d'abstraire tout un tas de choses de cette expérience pour ensuite la reconfigurer sur d'autres sites. C'est pas encore un travail typologique. Et donc ça m'amène justement à un deuxième niveau, c'est l'interprétation typologique. C'est un niveau où justement on va au-delà de juste faire le projet sur un site, mais on essaie d'en tirer les principes typiques, hein, en dégager le ou les types qui ont servi à faire projet. Et c'est ce niveau-là qui est beaucoup plus facilement partageable, qu'on peut schématiser. On n'est pas uniquement sur le dessin du projet, mais ça peut être des schémas. Et on peut bien sûr le conceptualiser. Il y a la thèse de Carlos Martiaris sur la question du type qui est assez intéressante d'un point de vue épistémologique, qui vraiment a fait une recherche sur ce type de connaissances. C'est pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une connaissance opératoire. C'est une connaissance qui sert à la fois à analyser rétrospectivement souvent un tas de projets, et puis qui sert aussi à se projeter dans une transformation future. Donc de nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une connaissance qui est liée à l'interprétation et qui est du coup profondément historique, qui nécessite d'être réactualisée au fur et à mesure de l'évolution du contexte de production. Donc ça renvoie à une recherche, je me dépêche, mais je pense que ça va aller, une recherche spécifique à l'agence qui concerne des archétypes pour penser la question de l'architecture du sol, donc la manière dont le sol, voilà, la problématique, le verrou technique, c'est la question du sol, qui est une question qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Le sol pensé comme un milieu vivant et non comme une surface à modeler. Ça posait énormément de questions. Dans le cadre de projets urbains, ça nécessite de dessiner différemment, de s'implanter, de négocier avec l'existant de manière différente. Et du coup, on a un travail à partir de projets urbains de l'agence qui sont différents projets à Marseille, à Anvers, etc. Et d'essayer d'identifier le type qui permet de penser l'infrastructure qui est donc à la fois le site existant, c'est toujours des projets de renouvellement urbain et pas des projets d'étalement urbain, et donc qui sont très fortement structurés par des infrastructures existantes et qu'il s'agit de faire muter. Et ce qui est avec cette idée que les infrastructures existantes, elles ont un double intérêt, elles ont souvent une forte dimension humaine et puis une forte dimension naturelle. Elles créent souvent des délaissés, elles créent des espaces où le sol a une fonction, retrouve sa fonction vivante. Donc on a une série d'archétypes et au fur et à mesure, il pourrait y en avoir d'autres qui arriveraient en fonction des projets qui sont étudiés. L'exemple du polder qui est lié à un projet à Bordeaux. Voilà, je ne rentre pas dans les détails pour avoir le temps de passer sur les deux derniers niveaux d'interprétation. L'interprétation théorique ensuite, ou peut-être que c'est peut-être ontologique que je voulais dire, je ne sais pas trop, parce que disons que théorie est un mot un peu peut-être trop large. En tout cas, c'est un niveau de définition, non plus des figures du projet, mais une définition du concept d'architecture et d'infrastructure, parce que l'agence donc a travaillé sur les objets infrastructurels, c'est un peu la composante principale des projets. Ceci dit, elle revendique une recherche en architecture, et donc il y avait la question de comment articuler le concept d'architecture et celui d'infrastructure. Et notamment autour de la question temporelle, qui est la question qui anime l'agence, qui justement récupère ces objets infrastructurels qui sont assimilés donc à des permanences en lien avec ce que les travaux d'Aldo Rossi et la manière dont s'articule ensemble le concept d'infrastructure et d'architecture. Donc les citations là, que je montre sont liées au livre La Terre est une architecture. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis le dernier niveau d'interprétation, qui est le travail qu'on a fait à l'agence quand je suis arrivé, qui a conduit à la publication de La Terre est une architecture, que j'ai appelé interprétation cosmologique, qui est liée
plutôt à la manière d'articuler la théorie disciplinaire avec la conception du monde. Et donc un travail qui a été fait en allant chercher du côté de l'anthropologie et des conceptions du monde un peu, c'est pas si nouvelles que ça, mais en tout cas qui nécessitent d'être intégrées dans la discipline, qui sont ces conceptions voilà, de Philippe Descola, Bruno Latour, Donna Haraway, qui sont autour du rapport nature-culture. Et donc, on a fait ce travail de littérature en architecture en essayant de fabriquer une hypothèse spécifique à nous, donc en partant de cette idée de Gaïa, qui serait la manière de parler de l'enchevêtrement de la nature et de la culture. Et on est arrivé sur la figure des géants, qui sont dans la mythologie les fils de Gaïa, et qui sont une manière de représenter différents phénomènes terrestres. Ça peut être des volcans, ou alors ils créent des fleuves. Leur action désigne l'animation de la Terre. Donc on a fait une recherche vraiment littéraire sur ces géants, et puis on a fabriqué une histoire, parce que souvent ils ont un lien, ils sont intégrés dans la mythologie avec la manière dont les humains fabriquent des infrastructures. Ils les aident parce qu'ils sont très grands surhumains, donc ils les aident à créer des routes, creuser des ports, etc. Ça, c'est le sommaire du livre. Et puis, et donc voilà, à la fin, on arrive à proposer une théorie qui n'est pas uniquement de qu'est-ce que c'est l'infrastructure, mais c'est comment elle s'intègre dans une conception du monde qui serait donc, ce qu'on a appelé gigantisme. Donc c'est une méthode inspirée de New York Délire, hein, la manière de théoriser rétrospectivement. Voilà. Et donc je reviens sur voilà, ces 4 niveaux d'interprétation qui permettent de monter de plus en plus en généralité à partir de questions qui étaient au départ très concrètes, de transformer une infrastructure, et qui effectivement, j'ai mis une tâche dans ce sens-là, mais on redescend maintenant dans l'autre sens vers des projets, et c'est plutôt des allers-retours en fait entre ces niveaux d'interprétation qui sont intéressants. Et ça, j'ai dépassé, donc j'en parle pas. C'était du coup, pour lancer le débat, un essai de définition de ce que serait l'architecture architecturale, donc la conception d'une expérience spatio-temporelle du milieu terrestre. Et donc, essayer d'articuler un peu tout un tas de disciplines autour de ça. Voilà, mais on pourra en parler dans le débat. Merci beaucoup, David. Du coup, je t'invite à rester parmi nous et j'invite du coup les autres membres de la table ronde à monter sur l'estrade. Donc, Marc-Antoine, Katharina, Étienne et Adrien, s'il vous plaît. Peut-être que Marc-Antoine, tu peux te mettre à côté de l'écran parce que c'est toi qui